Donald Trump a annoncé de façon triomphale qu'il y avait enfin une paix entre Israël et le Hamas et que cet accord avait été signé. Et il faut bien reconnaître que c'est grâce à son intervention qu'un accord qui semblait impossible, qui a été retardé très longtemps, a enfin pu être conclu. Rendons hommage à l'action de Donald Trump qui a fait de véritables pressions sur Benjamin Netanyahou. Ceci étant, si on doit se féliciter de cet accord qui va permettre la libération des otages israéliens, le cessez-le-feu sur la bande de Gaza et donc l'arrêt des bombardements, mais également aussi l'accès à l'aide humanitaire et la libération de prisonniers palestiniens, dont on a appris dans l'article du Monde d'hier qu'ils avaient été souvent torturés en prison. En tous les cas, c'est un cessez-le-feu, ce n'est pas la paix. Il faut s'en réjouir, c'est déjà beaucoup, mais ce n'est pas suffisant et le piège serait bien sûr que l'absence de perspective politique, l'absence de réel règlement de la question palestinienne ne conduise plus tard de nouveau à un dérèglement et à de nouvelles violences. Donc, on peut se féliciter de cet accord, mais il faut rester vigilant sur la suite parce que trop d'espoirs ont été déçus. Et il y a par rapport à cela beaucoup trop d'incertitudes. Incertitudes sur le désarmement du Hamas, dont il n'est pas dit comment il sera réalisé, jusqu'à quelle ampleur. Et surtout, incertitude sur le sort de Gaza et plus encore sur le sort de l'État palestinien. Sur Gaza, différents plans circulent. On parle d'une gestion d'une autorité internationale qui serait mise sous la coupe de Tony Blair, ce qui n'est pas de bon augure. Tony Blair n'a pas laissé un bon souvenir lorsqu'il présidait le quartet. Il n'a absolument rien fait. Et on se rappelle qu'il avait été le caniche de George Bush pendant la guerre d'Irak en 2003. Et donc, il n'a pas une très grande crédibilité, même s'il a la confiance de Donald Trump. Et donc, que va-t-il se passer sur Gaza? On sait au moins que les plans d'expulsion massive des habitants ne sont plus en cours, mais est-ce qu'ils vont rester? Comment pourront-ils se loger? Comment pourront-ils s'alimenter? Comment seront rebâties les infrastructures? Et on a beaucoup de plans immobiliers. Est-ce qu'ils seront là uniquement pour servir finalement de main-d'œuvre docile et peu chère à ceux qui pourront habiter à Gaza? Tout ceci est dans le flou. Il faudra rester extrêmement attentif et vigilant. Sauf qu'en réalité, ni les pays arabes, ni les pays européens n'ont de réels moyens de pression ou n'ont pas voulu se doter de réels moyens de pression sur Israël et sur les États-Unis. Mais surtout, c'est que l'on voit qu'en Israël, si peut-être les jours de Netanyahou au gouvernement sont comptés, il y aura des élections d'ici un an, on voit quand même qu'il dit qu'il a atteint ses buts de guerre avec la libération des otages et le démantèlement du Hamas, mais il aurait pu l'obtenir depuis longtemps et en fait, il a été désavoué quelque part par Donald Trump. On voit dans deux articles parus dans Le Grand Continent et dans Foreign Affairs de Yair Golan et de Yair Lapid, deux opposants de première importance par rapport à Netanyahou, que finalement, dans la classe politique israélienne, l'avenir de la Palestine n'est pas clair. Si ces 2 opposants, Yair Lapid a été Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, il est centriste, Yair Golan est le chef de la gauche israélienne, les 2 reconnaissent qu'Israël a le risque de devenir un État paria et que Netanyahou en est largement responsable et donc les 2 mettent largement en cause Netanyahou et voudraient se voir se débarrasser. Yair Lapid dit que l'État d'Israël, Israël va bien, que c'est en haut que ça va pas, qu'il ne faut pas changer la société israélienne par le bas mais par le haut, donc la gouvernance de Netanyahou. Mais en fait, aucun des deux ne voit un avenir rapide pour la création de l'État palestinien. Les deux disent d'une façon ou d'une autre que du fait du traumatisme israélien par rapport au 7 octobre, il faut rétablir la confiance, que cette confiance sera longue à rétablir, qu'il faut donc une longue phase de transition, ce qui sous-entend une perpétuation de l'occupation israélienne de la Cisjordanie et d'un éventuel blocus ou d'un contrôle de Gaza indirect par les Israéliens. Or, si l'on veut réellement démanteler le Hamas, il faut le priver de son espace politique, il faut le priver du fait qu'il n'y a pas de perspective politique pour les Palestiniens. En fait, ce qui est inquiétant, c'est que Tony Blair, c'est un peu le retour des mandats. Il y a eu un mandat sur la Palestine donné en 1920 au Royaume-Uni. On sait ce qu'il est c'est devenu et le fait de donner une sorte de mandat international à un dirigeant britannique n'est un très mauvais souvenir historique et une très mauvaise perspective d'avenir politique. Quant à l'avenir dessiné par Lapid et Golan, outre le fait qu'on se débarrasse de Netanyahou, ce dont chacun pourra se satisfaire, on ne voit pas réellement la perspective. Une fois encore, ils pensent qu'il faut rétablir la confiance, qu'elle sera longue à mettre en cause. Et par exemple, Yair Golan, qui est donc le chef de la gauche, dit que les accords d'Oslo ont été mis en échec par ce manque de confiance et par les attentats du Hamas. Il ne parle pas de la poursuite de la colonisation
après la signature des accords d'Oslo, et il ne parle pas de l'assassinat par un extrémiste israélien de Isaac Rabin. Et on sait que les extrémistes israéliens sont encore plus nombreux qu'il y a 30 ans. Et donc, en fait, si c'est pour maintenir l'occupation et de dire Oslo a échoué aussi du fait d'une perspective politique rapide, du fait du maintien et de l'extension de la colonisation, du fait du morcellement du territoire palestinien. Et donc, si on doit reporter la création des Palestiniens à un horizon très lointain, incertain, un horizon qui recule au fur et à mesure qu'on avance, eh bien, on peut craindre qu'après une période d'accalmie qui sera bienvenue du fait de l'arrêt des bombardements, eh bien, les violences, d'une façon ou d'une autre, reprennent. Il n'y aura pas de véritable paix au Proche-Orient tant que les Israéliens ne voudront pas parler sur un pied d'égalité avec les Palestiniens, ce que ni Golan ni Lapid ne font, parce qu'ils considèrent que finalement leurs solutions doivent être acceptées par les Palestiniens qui n'ont pas d'autre choix que de le faire. Et donc, voilà, à court terme, c'est bien, on peut se réjouir de la fin des bombardements, on peut se réjouir de la libération des otages, de la libération des prisonniers, de l'accès à l'aide humanitaire, mais il faut que ce premier mouvement soit suivi par d'autres très rapides et qu'il y ait une perspective réelle vers la paix et non pas, la poursuite, d'une situation, ni guerre ni paix qui, un jour ou l'autre, fera renaître les violences. On l'a vu avec les différents plans de paix qui ont été proposés et qui n'ont pas débouché sur la création des Palestiniens. Nous sommes au XXIe siècle, un peuple ne peut pas être occupé par un autre, sauf dès la poursuite de violences un jour ou l'autre.